L'Eugénie, fils de la femme de ménage noire, résout un problème impossible. Mais ce que le directeur a fait. Monique Dubois n'aurait jamais imaginé que sa vie changerait à jamais ce mardi de mars. Depuis 15 ans qu'elle travaillait comme femme de ménage au lycée Saint-Michel, l'un des établissements privés les plus respectés de Lyon, elle avait toujours su rester à sa place et avait appris la même chose à son fils Mamadou. Mais lorsque le garçon de 12 ans prit la craie et se mit à résoudre au tableau vert l'équation différentielle que les professeurs de mathématiques tentaient de décrypter depuis 3 semaines, tout s'écroula. Ce fut le professeur Philippe Moreau qui remarqua le premier le garçon planté devant le tableau de la salle des professeurs. Mamadou portait sa casquette bleu foncé comme d'habitude, son t-shirt gris un peu trop grand pour son corps mince et tenait la craie avec la même assurance que les adultes de l'école n'avaient jamais pu montrer face à ce problème. Les équations coulèrent de son esprit au tableau comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, chaque symbole mathématique placé avec une précision absolue. « Qu'est-ce que tu fais ici, petit ?» La voix rude du directeur Charles Leroy trancha le silence du couloir comme une lame. Mamadou se retourna lentement, la craie toujours en main. Ses grands yeux intelligents croisèrent le regard sévère de l'homme le plus redouté de l'école. Un instant, il resta sans voix, non par peur, mais parce qu'il ne comprenait pas pourquoi quelqu'un s'énerverait contre lui pour avoir résolu un problème mathématique. « Je résolvais juste ça, » dit le garçon, montrant le tableau. Je trouvais ça intéressant. Charles Leroy sentit quelque chose d'étrange remuer dans son estomac. Durant ses 22 ans en tant que directeur, il avait toujours maintenu un ordre absolu dans cette institution. Issu d'une famille traditionnelle de Rhône-Alpes, diplômé de la meilleure université privée de la région, il avait bâti sa carrière sur la certitude que chaque personne avait sa place dans le monde. Et la place du fils de la femme de ménage n'était certainement pas de résoudre des problèmes qui défiaient ses meilleurs professeurs. « Interesting », ironisa-t-il, utilisant volontairement un mot en anglais qu'il savait que le garçon ne comprendrait probablement pas. « Où as-tu vu cette solution? Sur Internet? Tu l'as copiée sur un site? » « Non, monsieur. Je l'ai résolue tout seul. Ma mère m'achète des livres d'occasion chez monsieur Henry et j'apprends les maths avec eux. Ce problème utilise des dérivés partiels combinés avec... » « Arrête !» Charles leva la main agacé. « Tu crois que je suis né de la dernière pluie? Un gamin comme toi ne résout pas ce genre d'équation. Professeur Philippe, vous avez laissé ce garçon utiliser votre ordinateur. » Philippe Moreau, un homme d'une 50aine d'années qui enseignait les mathématiques depuis plus de 2 décennies, regardait le tableau comme s'il assistait à un miracle. La solution n'était pas seulement correcte, mais élégante. Le garçon avait utilisé une approche à laquelle lui-même n'avait pas pensé, simplifiant le problème de manière brillante. « Directeur, j'observais. Le garçon l'a résolu seul et la solution est parfaite. En fait, mieux que parfaite. Il a trouvé une voie plus claire que tout ce que nous avons tenté. » Charles sentit le sang lui monter à la tête. Depuis 3 semaines, ce problème était le sujet de toutes les conversations en salle des professeurs. Lui-même s'était vanté auprès d'autres directeurs que son école avait les meilleurs professeurs de mathématiques de la région et qu'ils résoudrait bientôt cette équation complexe qui circulait parmi les meilleurs lycées comme un défi intellectuel. « Professeur Philippe, vous vous faites manipuler. » Évidemment, ce garçon a vu la réponse quelque part et vient faire son numéro pour nous impressionner. Sa mère a probablement entendu nos conversations en nettoyant et lui a appris à copier. Les paroles de Charles résonnèrent dans le couloir comme des gifles. Mamadou sentit une chaleur lui monter dans la poitrine, un mélange de colère et de tristesse qu'il ne savait pas encore nommer. Toute sa vie, il avait dû affronter des regards étranges, des commentaires chuchotés, cette sensation constante de ne pas être à sa place là où son intelligence le menait. Mais jamais personne n'avait accusé sa mère de malhonnêteté. « Ma mère n'a rien à voir avec ça, » dit le garçon, la voix tremblante mais ferme. « Et je n'ai copié nulle part. Vous voulez que je résolve un autre problème pour le prouver? Ce que je veux, c'est que tu disparaisses d'ici avant que je n'appelle ta mère et que je lui dise que son fils crée des problèmes là où il ne devrait pas être. » C'est à ce moment-là que Monique apparut dans le couloir, portant son seau et ses produits de nettoyage. À 42 ans, son visage portait les marques d'une vie difficile, mais ses yeux brillaient encore de cette détermination qui l'avait poussé à élever son fils seul, après que son mari les eut abandonnés quand Mamadou n'avait que 3 ans.
Elle travaillait 2 shifts par jour, nettoyant des bureaux le matin et l'école l'après-midi, juste pour pouvoir payer les livres que son fils dévorait avec une avidité qu'elle ne comprenait pas tout à fait, mais respectait profondément. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à nous lancer, maintenant continuons. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda Monique, sentant la tension dans l'air. « Madame Dubois, je dois vous parler de votre fils, » dit Charles, utilisant le ton formel qu'il réservait aux employés. Il touchait au tableau des professeurs, faisait des bêtises. « Des bêtises ?» s'exclama Mamadou. « J'ai résolu le problème que vous n'arriviez pas à résoudre depuis des semaines. » Mamadou baisse la voix, le réprimanda Monique automatiquement, mais ses yeux se posèrent sur le tableau derrière son fils. Elle ne comprenait pas les mathématiques avancées, mais elle reconnaissait l'écriture soignée du garçon et devinait, aux nombres et symboles, qu'il avait travaillé sur quelque chose de complexe. « Madame Dubois, » poursuivit Charles, ignorant complètement l'intervention du garçon, « votre fils perturbe pendant vos heures de travail. Cela ne peut plus durer. À partir d'aujourd'hui, il attendra à l'entrée jusqu'à ce que vous ayez fini. Je ne veux plus le voir errer dans les couloirs. » Le silence qui suivit fut coupant. Philippe Moreau se tortilla, regardant alternativement le tableau avec la solution brillante et la scène d'humiliation qui se déroulait devant lui. Mamadou sentit les larmes lui brûler les yeux, mais refusa de les laisser couler. « J'ai compris, monsieur le roi, » dit Monique, utilisant le terme respectueux qu'elle employait toujours. « Je vais lui parler. »« Maman, je n'ai rien fait de mal, » murmura Mamadou. « Je sais, mon fils. Allons-y. » Tandis que mère et fils s'éloignaient dans le couloir, Philippe resta devant le tableau, étudiant la solution. Chaque étape révélait un raisonnement mathématique sophistiqué, une compréhension de concepts que beaucoup de ses élèves de terminale peinaient encore à maîtriser. Il sortit son téléphone et photographia le tableau avant que quelqu'un ne l'efface. Ce soir-là, dans leur petit appartement du quartier de la Guillotière, Mamadou pleura pour la première fois depuis des années. Monique s'assit près de lui sur l'étroit lit qu'ils partageaient dans leur unique pièce, passant la main dans les cheveux de son fils. « Maman, pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit que tu m'as appris à copier ?» Monique soupira. Elle avait livré bien des combats dans sa vie, mais expliquer le préjugé à un enfant de 12 ans était peut-être le plus difficile. « Mon fils, il y a des gens dans ce monde qui croient que certaines personnes peuvent être intelligentes et d'autres non. Et ils décident qui peut et qui ne peut pas en se basant sur des choses qui n'ont rien à voir avec le cerveau de la personne. Mais ça n'a pas de sens, maman. Je sais que ça n'en a pas. Mais c'est comme ça que le monde fonctionne parfois. » Mamadou resta silencieux un moment, réfléchissant. « Maman, je peux continuer à étudier les maths même s'ils ne veulent pas? » « Bien sûr que tu peux, mon amour. Personne ne peut t'enlever ce qui est dans ta tête. » Le lendemain, à l'école, la nouvelle de ce qui s'était passé commença à se répandre parmi le personnel. Fatou, la cuisinière qui travaillait là depuis 10 ans, chercha Monique pendant la récréation. « Ma petite, c'est vrai que ton Mamadou a résolu ce problème que les professeurs n'arrivaient pas à faire. C'est ce qu'a dit le professeur Philippe, » répondit Monique en rangeant les placards de la salle de matériel. « Mon Dieu! Et le docteur Charles s'est mis en colère à cause de ça? » « Oui. Il a dit que Mamadou ne peut plus circuler dans les couloirs. » Fatou secoua la tête, indigné. « C'est absurde, le garçon n'a rien fait de mal. Bien au contraire. » La conversation fut interrompue par l'arrivée d'Elisabeth Petit, professeure de français et l'une des rares enseignantes de l'école qui traitait toujours Monique avec un respect sincère. Elisabeth avait 62 ans, des cheveux gris toujours tirés en un chignon élégant, et une posture droite qui trahissait des décennies d'enseignement. Contrairement à beaucoup de ses collègues, elle avait grandi dans une famille modeste et avait obtenu son éducation à force de efforts. « Monique, je peux te parler un instant, parler un tas. »« Bien sûr, Madame Elisabeth. » Elles s'éloignèrent dans un coin plus isolé. « J'ai appris ce qui est arrivé hier avec ton fils. Le professeur Philippe m'a montré la photo de la résolution. C'est impressionnant. Mamadou a toujours été comme ça avec les chiffres, madame, depuis qu'il est petit. Monique, ton fils a un don exceptionnel. Tu en as conscience ? Je sais qu'il est intelligent, mais... » « Non, tu ne comprends pas, » l'interrompit doucement Elisabeth. « Ce qu'il a fait hier, c'est du génie, littéralement. Des équations de ce niveau,
On les étudie dans les universités les plus avancées. Monique resta silencieuse, digérant l'information. Que pensez-vous que je devrais faire? Pour l'instant, continue à lui acheter des livres, mais il est peut-être temps de penser à des opportunités plus grandes. Ton fils pourrait étudier dans n'importe quelle école du pays, avec une bourse complète. Madame, Mamadou a dit qu'il voulait continuer à venir ici avec moi. Il ne veut pas aller dans une autre école. Elisabeth soupira. Je comprends, mais sache que si tu as besoin d'aide, tu peux compter sur moi. Pendant ce temps, dans le bureau de la direction, Charles Leroy parlait au téléphone avec Vincent Martin, père de Lucas, l'un des élèves les plus influents de l'école et fils d'un entrepreneur local. Vincent, il faut que tu comprennes la situation. Je ne peux pas permettre que des éléments extérieurs perturbent l'environnement académique de nos élèves. Charles, d'après ce que mon Lucas m'a dit, le garçon a simplement résolu un problème de mathématiques. Où est le problème là-dedans? Le problème, c'est le précédent. Si je permets au fils d'un employé de circuler librement dans les espaces académiques, où allons-nous nous arrêter? Bientôt, nous aurons les fils de chauffeurs qui assistent aux cours, les fils de cuisinières qui participent aux réunions pédagogiques. Tu ne trouves pas que tu exagères? Vincent, tu me fais confiance pour maintenir cette école au niveau d'excellence qui justifie les frais de scolarité que tu paies. Bien sûr que je te fais confiance. Alors, laisse-moi gérer ces questions comme je l'entends. Après avoir raccroché, Charles resta quelques minutes à regarder par la fenêtre de son bureau. En bas, dans la cour, il voyait quelques lycéens discuter pendant la récréation. Tous issus de familles importantes de la ville, futurs médecins, ingénieurs, entrepreneurs. L'ordre naturel des choses. Ce qu'il ne pouvait pas permettre, c'est que des remises en question commencent à surgir. Si le fils d'une femme de ménage pouvait résoudre des problèmes qui défiaient des professeurs diplômés, quelles autres certitudes pourraient être ébranlées? Et si les parents commençaient à questionner la qualité de l'enseignement que recevaient leurs enfants? Et s'ils découvraient qu'un garçon de 12 ans, étudiant seul avec des livres d'occasion, connaissait mieux les mathématiques que des élèves payant des frais de scolarité exorbitants? Cet après-midi-là, Mamadou attendait à l'accueil, assis sur une chaise en plastique inconfortable, pendant que sa mère travaillait. Il avait apporté un livre de calcul acheté dans une brocante pour 5 francs, mais avait du mal à se concentrer. Ses pensées revenaient sans cesse à l'équation qu'il avait résolue au tableau et à la réaction du directeur. C'est alors qu'il vit Chloé Bernard s'approcher. Chloé était l'une des élèves les plus populaires de la classe de première, fille d'un médecin réputé de la ville. Blonde, grande, toujours bien habillée, elle représentait tout ce que Mamadou imaginait ne jamais pouvoir avoir dans la vie. Il fut donc surpris quand elle s'arrêta devant lui. « Tu es Mamadou, c'est ça? Le fils de Madame Dubois ?»« Oui, répondit-il en fermant son livre. « C'est vrai que tu as résolu le problème de maths qui était sur le tableau des profs ?» Mamadou hésita. Il ne savait pas si c'était une blague ou si elle était sincèrement curieuse. « Je l'ai résolu. »« Waouh, c'est incroyable. Le professeur Moreau en a parlé en cours. Il a dit que c'était une résolution brillante. Mon père est médecin et il m'a dit que certaines des équations que tu as utilisées, il les a vues à la fac. Ce n'était pas si difficile, murmura Mamadou, ne sachant comment réagir au compliment. Pas si difficile. Franchement, j'ai déjà du mal avec les équations du second degré, rit Chloé. Tu as appris ça où? Dans les livres que ma mère m'achète. Tout seul, sans prof. Tout seul. Chloé resta silencieuse un instant, impressionnée. Écoute, je peux te poser une question? Pourquoi tu ne viens pas étudier ici comme élève? La question prit Mamadou au dépourvu. C'était quelque chose qu'il s'était souvent demandé, surtout en voyant les élèves du lycée avec leurs manuels neufs, leurs beaux uniformes, des opportunités qu'il ne pouvait qu'imaginer. « Ma mère n'a pas les moyens de payer les frais de scolarité, » répondit-il simplement. « Mais tu pourrais avoir une bourse, non? Avec une intelligence comme la tienne? » Le directeur ne m'apprécie pas vraiment. Chloé regarda autour d'elle, s'assurant que personne n'écoutait. « Mamadou, je peux te dire un truc? Mon père dit toujours que l'éducation en France a des problèmes parce que les écoles ne savent pas reconnaître les talents. Tu es la preuve qu'il a raison. » Comment ça? Toi, en étudiant seul, tu connais mieux les maths que nous qui avons les meilleurs profs. Ça ne te fait pas réfléchir? Mamadou n'avait jamais envisagé les choses sous cet angle. Pour lui, étudier était un besoin naturel, comme respirer ou manger.
L'idée que son éducation autodidacte puisse être supérieure à l'enseignement formel était révolutionnaire. « Tu crois vraiment que j'en sais plus que vous ?» Mamadou, hier, le professeur Moreau a passé 1 heure à essayer de nous expliquer les dérivés basiques et la plupart de la classe n'a rien compris. Toi, tu as résolu des dérivés partiels tout seul. Qu'est-ce que tu en penses? À ce moment-là, Mamadou sentit quelque chose changer en lui. Pour la première fois, il commença à se demander non seulement pourquoi il était exclu, mais pourquoi cette exclusion était acceptée comme naturelle par tout le monde autour de lui. Quand Monique finit son travail et vint chercher son fils, elle le trouva plus silencieux que d'habitude dans le bus du retour. « Il s'est passé quelque chose, mon fils. Maman, tu crois que je pourrais étudier dans un bon lycée si j'en avais l'occasion ?» La question prit Monique au dépourvu. Elle regarda son fils, voyant pour la première fois que le garçon de 12 ans commençait à se transformer en autre chose, quelqu'un qui posait des questions auxquelles elle ne savait pas répondre. « Pourquoi tu me demandes ça ?» Une élève m'a parlé aujourd'hui. Elle a dit que je connaissais mieux les maths qu'eux, même en étudiant seule. Monique sentit une boule dans sa poitrine. Pendant des années, elle s'était efforcée de protéger Mamadou des frustrations qu'elle savait que le monde réservait aux gens comme eux. Elle lui avait acheté des livres, l'avait encouragé à étudier, mais en essayant toujours de garder ses attentes dans ce qu'elle considérait comme possible. « Mon fils, tu es très intelligent. Plus que je ne l'imaginais quand tu étais petit. Mais parfois, la vie ne donne pas les mêmes chances à tout le monde. Mais pourquoi pas, maman? Si j'arrive à apprendre aussi bien ou mieux qu'eux, pourquoi je ne pourrais pas avoir les mêmes opportunités ?» Monique ne sut quoi répondre. La vérité était qu'elle-même s'était habituée à l'idée qu'il existait des mondes différents pour des personnes différentes, et que remettre cela en question ne ferait que causer de la souffrance. Mais en regardant les yeux déterminés de son fils, elle comprit qu'elle avait peut-être tort. Cher auditeur, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Le lendemain matin, Mamadou arriva à l'école avec sa mère comme d'habitude. Mais cette fois-ci, il apportait une chemise qu'il avait empruntée à sa voisine. À l'intérieur, il avait soigneusement organisé quelques exercices de mathématiques qu'il résolvait à la maison, des problèmes complexes trouvés dans des livres avancés et qu'il résolvait par plaisir. Pendant la première heure, pendant que Monique nettoyait les salles de classe, Mamadou resta à l'accueil comme on le lui avait ordonné. Mais son esprit travaillait sur un plan qu'il avait élaboré durant une nuit blanche. Si le directeur pensait qu'il avait copié la solution, il était peut-être temps de prouver que ce n'était qu'un petit aperçu de ce dont il était capable. Philippe Moreau passa devant l'accueil en direction de la salle des professeurs et s'arrêta en voyant Mamadou. « Bonjour, Mamadou. Comment vas-tu ?»« Bonjour, monsieur. »« Ça va bien ?» Philippe hésita un instant, puis s'approcha. « Mamadou, puis-je te poser une question? Où as-tu appris à résoudre des équations différentielles ?»« Dans les livres, monsieur. J'en ai quelques-uns sur le calcul que m'a donné monsieur Henri de la librairie d'occasion. Et tu comprends tout ce qu'il y a dedans ? » La plupart, oui. Quand je ne comprends pas, je continue jusqu'à ce que je trouve. Philippe fut impressionné par la simplicité de la réponse. 30 ans à enseigner les mathématiques l'avaient convaincu qu'apprendre le calcul avancé nécessitait un encadrement spécialisé, un programme structuré, des prérequis bien établis. L'idée qu'un garçon de 12 ans puisse maîtriser ces concepts seul était à la fois fascinante et déroutante. Mamadou, as-tu déjà pensé à faire des études de mathématiques ou d'ingénierie? J'y pense parfois, monsieur. Mais ma mère dit que je dois d'abord terminer le lycée normalement. Et s'il existait un moyen d'accélérer tes études, sauter quelques classes? Mamadou regarda le professeur avec intérêt. C'est possible? Dans des cas exceptionnels, oui. Les élèves aux capacités bien supérieures à la moyenne peuvent être promus plus rapidement. Et comment ça marche? Eh bien, il faudrait d'abord une évaluation formelle, des examens, des tests psychologiques, l'approbation du conseil pédagogique et le directeur. Il devrait être d'accord. Philippe marqua une pause, comprenant immédiatement où était le problème. Oui, il devrait donner son accord. Mamadou hocha la tête, confirmant ce qu'il soupçonnait déjà. « Monsieur, je peux vous montrer quelque chose ?»« Bien sûr. » Mamadou ouvrit sa chemise et sortit quelques feuilles couvertes d'équations,
de graphiques et de démonstrations mathématiques. Philippe prit les papiers et commença à les examiner, ses yeux s'écarquillant progressivement. « Mamadou, c'est toi qui as fait tout ça ?»« Oui. Ceux-ci sont des problèmes que je me suis inventés. Les autres sont des exercices tirés des livres que ma mère m'achète. » Philippe feuilletait les papiers comme s'il contemplait des reliques sacrées. Il y avait des démonstrations de théorèmes, des solutions originales à des problèmes complexes, même quelques tentatives de créer de nouvelles méthodes de résolution qui, bien qu'imparfaites, révélaient un raisonnement mathématique exceptionnel. « Mamadou, tu réalises que ce matériel est de niveau universitaire avancé ? Vraiment ? Certains de ces problèmes, je ne saurais pas les résoudre sans consulter des ouvrages spécialisés. » Mamadou resta silencieux, digérant l'information. « Monsieur, ça veut dire que je suis vraiment intelligent ?» La question brisa le cœur de Philippe. Il comprit que le garçon doutait encore de lui-même à cause de l'humiliation subie. « Mamadou, tu n'es pas seulement intelligent, tu es un génie, au sens propre du terme. Alors pourquoi le directeur ? Parce que parfois les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, l'interrompit Philippe avec douceur. À ce moment-là, Charles Leroy apparut dans le couloir revenant d'une réunion. En voyant Philippe parler à Mamadou, son visage se crispa. « Professeur Philippe, je dois vous parler. » Philippe rangea rapidement les papiers de Mamadou et se leva. « Bien sûr, directeur. »« Dans mon bureau, tout de suite. » Les deux hommes se dirigèrent vers le bureau de la direction, laissant Mamadou seul à l'accueil avec un sentiment grandissant que quelque chose d'important allait se produire. Dans le bureau, Charles ferma la porte et se tourna vers Philippe. « Professeur, vous devez comprendre une chose. Je ne veux plus vous voir discuter avec ce garçon pendant les heures de travail. Directeur, avec tout le respect que je vous dois, je ne vois pas le problème à parler avec Mamadou. C'est un jeune exceptionnel. » « Exceptionnel ?» Charles eut un rire amer. « Professeur, vous vous faites manipuler. Ce garçon est le fils d'une employée. Il n'a pas d'éducation formelle adéquate. Il vient d'un milieu social complètement différent du nôtre. Il est impossible qu'il ait les connaissances qu'il prétend avoir. Directeur, j'ai vu ses travaux. On ne peut pas feindre ce genre de savoir. » « Quels travaux ?» Philippe hésita, réalisant qu'il en avait trop dit. « Il m'a montré quelques exercices qu'il résout chez lui. Et vous croyez qu'un gamin de 12 ans, fils d'une femme de ménage, résout seul des exercices de mathématiques avancés chez lui? » « Je le crois parce que je l'ai vu, directeur. » Charles se leva, visiblement irrité. « Professeur Philippe, vous avez 40 ans de carrière. Vous êtes l'un des éducateurs les plus respectés de cette école. Vous ne pouvez pas laisser un garçon malin vous berner avec des tours de passe-passe. Ce ne sont pas des tours, directeur. Ce sont des solutions mathématiques légitimes et sophistiquées. Alors expliquez-moi comment c'est possible. Peut-être parce que l'intelligence ne dépend pas de la classe sociale ou de l'origine familiale. » Un silence tendu suivit. Charles fixa Philippe avec un mélange de surprise et de colère. « Professeur, j'espère que vous ne remettez pas en cause les critères de sélection de cette école. » « Je ne remets pas en cause les critères de sélection. Je reconnais le talent là où il se trouve. Le talent qui compte ici, c'est celui de nos élèves réguliers, enfants de familles qui investissent dans l'éducation, qui paient les frais de scolarité, qui contribuent au maintien de cette institution. Je ne peux pas permettre que des éléments extérieurs détournent l'attention des professeurs ou suscitent des questions inutiles. » Philippe respira profondément, comprenant enfin la véritable nature du problème. « Directeur, vous avez peur que les parents remettent en cause la qualité de l'enseignement s'ils découvrent qu'un autodidacte en sait plus que leurs enfants? Je me soucie de maintenir l'ordre et la réputation de cette école, et cette conversation est terminée. Je ne veux plus vous voir parler avec le fils de la femme de ménage pendant les heures de travail. » Philippe quitta la pièce avec un goût amer dans la bouche. Tout au long de sa carrière, il avait cru que l'éducation consistait à reconnaître et à développer le potentiel humain. Découvrir que son école voyait un génie comme une menace à contrôler fut une révélation douloureuse. Lorsqu'il retourna dans le couloir, il trouva Mamadou exactement là où il l'avait laissé, plongé dans son livre de calcul. Le garçon leva les yeux, plein d'espoir. « Alors, professeur, vous avez parlé de moi ?» Philippe chercha ses mots, voulant être honnête, sans être accablant. « Nous en avons parlé, oui. Et, Mamadou, malheureusement, le directeur n'est pas ouvert au changement pour le moment.
Mamadou hocha la tête comme s'il s'y attendait. « Professeur, je peux vous demander quelque chose ?»« Bien sûr. Si j'étais le fils d'un des élèves d'ici, mais que j'avais la même intelligence, le directeur me traiterait-il de la même façon ?» La question a frappé Philippe comme un coup de poing dans l'estomac. L'innocence avec laquelle elle était posée rendait son implication encore plus dévastatrice. « Non, Mamadou, probablement pas. » Pourquoi? Parce que certaines personnes croient que l'endroit où tu nais et qui sont tes parents est plus important que ce que tu peux accomplir avec ton esprit. Mamadou était resté silencieux un long moment. « C'est juste, monsieur ?»« Non, Mamadou, ça ne l'est pas. »« Alors pourquoi ça arrive ?» Philippe s'est mis à genoux pour être à hauteur des yeux du garçon. « Parce que le monde est encore en train d'apprendre que l'intelligence et le talent peuvent apparaître n'importe où. Et certaines personnes ont peur de cette vérité. Pourquoi ont-elles peur? Parce que si tout le monde savait qu'un garçon comme toi peut être aussi intelligent que n'importe quel fils de famille riche, peut-être commencerait-il à remettre en question beaucoup d'autres choses. » Mamadou a digéré cette information avec la gravité de quelqu'un de bien plus âgé. « Monsieur Philippe, je peux vous demander une faveur. »« Bien sûr. Si un jour j'arrive à prouver que je suis vraiment intelligent, vous m'aideriez? » « Mamadou, tu n'as rien à prouver. Tu es déjà intelligent. Mais si un jour tu as besoin d'aide, tu peux compter sur moi. » Cet après-midi-là, lorsque Monique a fini son travail, elle a trouvé Mamadou plus pensif que jamais. Dans le bus qui les ramenait chez eux, il regardait par la fenêtre, observant la ville qui défilait. « Maman, tu as déjà voulu être autre chose qu'une femme de ménage ?» La question a pris Monique par surprise. « Pourquoi tu me demandes ça, mon fils ?»« Juste par curiosité. » Monique a soupiré. « Quand j'étais jeune, je voulais être enseignante. Mais je suis tombée enceinte de toi très tôt. Ton père est parti. Et j'ai dû arrêter mes études pour travailler. Et tu le regrettes? D'avoir arrêté mes études? Parfois. De t'avoir? Jamais. » Mamadou a souri pour la première fois de la journée. « Maman, si j'arrive à vraiment étudier, dans une bonne école, peut-être qu'un jour je pourrai t'aider à réaliser ton rêve aussi. » « Comment ça? Si j'obtiens mon diplôme et que je trouve un bon travail, tu pourras reprendre tes études. Tu pourras encore devenir enseignante. » Monique a senti ses yeux se remplir de larmes. Elle ne savait pas si c'était de joie d'avoir un fils si généreux ou de tristesse de le voir déjà porter le poids du monde sur ses épaules. « Mon fils, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je veux juste que tu sois heureux. »« Je serai heureux, maman. Mais je veux aussi qu'on ait une meilleure vie. Je te le promets. » Ce soir-là, Mamadou a écrit dans son cahier de maths quelque chose d'inhabituel. Au lieu d'équations et de formules, il a noté une liste d'objectifs qu'il avait décidé d'atteindre. Prouver qu'il était vraiment intelligent. Étudier dans une école qui reconnaîtrait son potentiel. Aider sa mère à réaliser les rêves qu'elle avait abandonnés pour lui. Et montrer au directeur Charles que le talent n'a ni couleur ni classe sociale. Pendant ce temps, dans sa maison du quartier huppé de la ville, Charles Leroy dînait avec sa femme et réfléchissait aux événements de la journée. Caroline, son épouse depuis 25 ans, a remarqué qu'il était plus silencieux que d'habitude. « Il s'est passé quelque chose à l'école, chérie. Rien d'important, juste quelques ajustements disciplinaires. » « Quel genre d'ajustement ?» Charles a hésité. Caroline avait toujours été plus libérale que lui sur les questions sociales et avait la fâcheuse habitude de poser des questions qui le forçaient à justifier des décisions qu'il préférait ne pas trop examiner. Une situation avec un employé, rien de grave. « Charles, tu es évasif. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il a soupiré, sachant que sa femme ne lâcherait pas prise. Le fils d'une des femmes de ménage causait des troubles dans les couloirs académiques. J'ai dû poser des limites. Quel genre de troubles? Caroline, s'il te plaît, ce sont des questions administratives de l'école. Charles, explique-moi bien. Quel genre de trouble un garçon peut-il causer pour que tu rentres à la maison contrarié comme ça? Charles posa sa fourchette dans son assiette, résigné. Le garçon tripotait le tableau des professeurs en faisant semblant de résoudre des problèmes de mathématiques. Faire semblant? Évidemment. C'est un enfant de 12 ans, fils de femme de ménage. Où aurait-il appris des mathématiques avancées? Caroline le fixa avec une expression qu'il connaissait bien et redoutait. « Charles, tu es en train de me dire que tu as interdit à un enfant d'étudier parce qu'il est fils de femme de ménage. Ce n'est pas exactement ça. J'ai établi que les employés et leurs familles doivent respecter les espaces qui leur sont appropriés. »
Et quel est l'espace approprié pour un enfant intelligent? Caroline, tu ne comprends pas. Si je permets que le fils d'un employé circule librement dans l'école, j'aurai des problèmes avec les parents d'élèves. Quel genre de problème? Ils vont se demander pourquoi il paie des frais de scolarité élevés si n'importe qui peut avoir accès à la même éducation. Caroline resta silencieuse un long moment, digérant les paroles de son mari. Charles, tu crois vraiment à ça? Croire à quoi? Que l'éducation de qualité devrait être un privilège réservé à ceux qui peuvent payer. Caroline, je dirige un lycée privé. Mon travail est de servir les élèves dont les parents paient les frais de scolarité. Ton travail est d'éduquer, et l'éducation devrait consister à reconnaître et développer le potentiel, pas à perpétuer des privilèges. Tu idéalises la situation. Et toi, tu fais preuve d'élitisme. La discussion fut interrompue par l'arrivée de Camille, la fille de 16 ans du couple. La jeune fille avait hérité des principes sociaux de sa mère et remettait souvent en question les positions conservatrices de son père. « De quoi vous discutez? Ton père a interdit au fils d'une employée d'étudier dans l'école, » dit Caroline. « Ce n'est pas tout à fait ça, » protesta Charles. « Alors c'est quoi, papa ?» Camille savait toujours coincer son père avec ses questions directes. « Camille, ce sont des questions administratives complexes que tu ne comprendrais pas. »« Papa, j'ai 16 ans, pas 6. Explique-moi correctement. » Charles regarda les deux femmes de sa vie et comprit qu'il n'aurait pas la paix tant qu'il n'aurait pas raconté toute l'histoire. Quand il eut fini, le silence autour de la table était presque palpable. « Papa, laisse-moi voir si j'ai bien compris, » dit Camille lentement. « Tu as humilié un enfant de 12 ans parce qu'il est trop intelligent pour sa classe sociale. Ce n'était pas de l'humiliation, c'était de la discipline. Et quelle est la différence? Camille, tu dramatises. Papa, si j'avais été la fille de la femme de ménage, mais que j'avais résolu cette équation, tu m'aurais traité de la même façon. » La question résonna dans la salle à manger comme un défi. Charles ouvrit la bouche pour répondre, mais réalisa qu'il ne pouvait formuler aucune réponse qui le satisfasse. La situation aurait été différente, dit-il finalement. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Camille échangea un regard avec sa mère. Papa, c'est du préjugé, pur et simple. Camille, ce n'est pas si simple. Pourquoi pas? Un enfant intelligent est un enfant intelligent, peu importe qui sont ses parents. Charles se leva de table, visiblement agacé. Vous ne comprenez pas les responsabilités que j'ai. Vous ne comprenez pas les pressions auxquelles je fais face. Quelle pression, mon chéri? Demanda Caroline. La pression de faire fonctionner une institution, de satisfaire des parents exigeants, de maintenir des standards de qualité. Et en quoi un enfant intelligent menace-t-il ces standards? Insista Camille. Charles ne répondit pas. Il quitta la salle à manger et se dirigea vers son bureau, où il passa le reste de la soirée à essayer de se convaincre qu'il avait bien agi. Mais les questions de sa fille et de son épouse continuaient de résonner dans son esprit. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Charles Leroy commença à douter que ses certitudes fussent aussi solides qu'il le croyait. Le lendemain, Mamadou arriva à l'école avec une détermination nouvelle. Pendant la nuit, il avait pris une décision qui allait changer le cours des événements. Si le directeur pensait qu'il avait copié la solution du problème, et si c'était utilisé comme justification pour l'exclure, alors il allait lui donner une démonstration qui ne laisserait aucun doute. Pendant que sa mère commençait son travail de nettoyage, Mamadou se dirigea discrètement vers la bibliothèque de l'école. Il savait que techniquement, il n'aurait pas dû être là. Mais il savait aussi que la bibliothécaire, Madame Françoise, avait toujours été gentille avec lui lors de leurs rares rencontres dans les couloirs. Françoise Laurent était une femme de 65 ans qui travaillait à l'école depuis plus de 20 ans. Fille d'une famille modeste de l'arrière-pays du Rhône-Alpes, elle avait réussi à obtenir son diplôme en bibliothéconomie à force d'efforts et de sacrifices. C'est pourquoi elle avait une sensibilité particulière pour reconnaître la soif de connaissance, peu importe d'où elle venait. « Mamadou, qu'est-ce que tu fais ici, mon garçon ?»« Madame Françoise, je peux vous parler ?»« Bien sûr, mon chéri. Assieds-toi ici. » Mamadou s'assit sur l'une des chaises de la bibliothèque, entouré de milliers de livres qui représentaient tout ce dont il rêvait d'avoir accès. « Madame Françoise, vous savez ce qui m'est arrivé hier ? J'ai entendu, oui, une sacrée injustice. Créer
Vous pensez que j'aurais pu copier cette solution? Françoise regarda le garçon longuement. Mamadou, tu veux que je sois honnête? Oui. Je te vois depuis des années marcher dans les couloirs avec ta mère, toujours un livre à la main, toujours avec cette expression de quelqu'un qui réfléchit à des choses importantes. Une fois, je t'ai vu arrêté devant l'étagère de mathématiques ici, lisant un livre de calcul comme s'il s'agissait d'un roman. Un garçon qui fait ça n'a pas besoin de copier qui que ce soit. Mamadou sourit, ressentant un soulagement qu'il n'avait pas connu depuis des jours. Madame Françoise, je peux utiliser la bibliothèque pour étudier. Je promets de ne déranger personne. Bien sûr que tu peux, mon chéri. Cette bibliothèque est pour ceux qui veulent apprendre, peu importe qui ils sont. Et si le directeur se fâche? Laisse le directeur à moi. Je travaille ici depuis plus longtemps que lui. Mamadou passa les 2 heures suivantes plongé dans les livres de mathématiques les plus avancés qu'il put trouver dans la bibliothèque. Françoise l'observait discrètement, impressionnée par la rapidité avec laquelle il absorbait des concepts complexes et la facilité avec laquelle il naviguait entre différentes branches des mathématiques. Vers 10 heures, Philippe Moreau apparut à la bibliothèque, cherchant du matériel pour ses cours. Il fut surpris de voir Mamadou, concentré sur un livre de topologie algébrique. « Mamadou, qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'étudie, monsieur. Madame Françoise m'a autorisé. » Philippe s'approcha et vit le livre que Mamadou lisait. « Topologie algébrique ?» Mamadou, c'est du niveau master en mathématiques. C'est intéressant, monsieur. J'essaie de comprendre comment les espaces se relient aux structures algébriques. Philippe resta sans voix. Non seulement le garçon lisait du matériel universitaire avancé, mais il montrait une compréhension conceptuelle de domaine que beaucoup de professeurs ne maîtrisaient jamais complètement. Mamadou, tu comprends ce que tu lis? Certaines choses, oui, d'autres pas encore. Mais je commence à voir comment tout se connecte. Comment ça? Eh bien, l'algèbre que j'ai apprise dans les livres de base est comme un langage pour décrire des motifs. La géométrie que j'ai étudiée parle de formes et d'espaces. Et maintenant, je vois qu'on peut utiliser le langage de l'algèbre pour comprendre les propriétés des espaces géométriques d'une manière que je n'imaginais même pas. Philippe s'assit à côté de Mamadou, complètement fasciné. Mamadou, ce que tu viens de décrire est l'idée fondamentale qui relie plusieurs domaines des mathématiques modernes. Beaucoup d'étudiants mettent des années à atteindre cette compréhension. Vraiment, monsieur. Vraiment. Et tu y es arrivé tout seul. Eh bien, les livres m'ont aidé. Mais oui, personne ne me l'a expliqué. Françoise, qui avait entendu la conversation de l'autre côté de la bibliothèque, s'approcha. « Monsieur Philippe, ce garçon est vraiment spécial, n'est-ce pas? » « Madame Françoise, il est plus que spécial, il est extraordinaire. » Et le directeur veut le faire attendre à l'entrée comme s'il était un problème. Philippe soupira. « Malheureusement, oui. »« C'est absurde, » murmura Françoise. « Un esprit aussi brillant gaspillé à cause des préjugés. » C'est à ce moment-là que Charles Leroy apparut à l'entrée de la bibliothèque. Il avait décidé de faire une de ses rondes de surveillance et ne s'attendait pas à trouver Mamadou là. Que se passe-t-il ici? Le ton agressif de la question fit instinctivement reculer Mamadou, mais cette fois, il n'était pas seul. « Rien de particulier, directeur, » répondit Françoise calmement. « Mamadou est en train d'étudier. Madame Françoise, j'ai été clair. Ce garçon doit rester à l'entrée. Et je suis clair. Ma bibliothèque est ouverte à toute personne souhaitant apprendre. » Charles fut visiblement irrité par cette résistance. « Madame Françoise, remettez-vous en question une de mes décisions administratives. Je ne remets rien en question. Je fais mon travail, qui est de faciliter l'accès au savoir. »« Monsieur Philippe, » dit Charles, en se tournant vers le professeur de mathématiques, « que faites-vous ici? »« J'observe un phénomène extraordinaire, directeur. »« Quel phénomène? » ?»« Ce garçon lit et comprend la topologie algébrique. Tout seul. Monsieur, vous vous laissez encore berner par ce garçon. Directeur, avec tout le respect que je vous dois, avez-vous déjà parlé mathématiques avec Mamadou? Je n'ai pas besoin de parler. Je sais qu'il est impossible qu'il ait les connaissances qu'il prétend avoir. Impossible. Sur quelle base? Sur la base du bon sens, monsieur Philippe. Sur la base de la réalité. C'est alors que Mamadou, qui était resté silencieux jusqu'alors, se leva de sa chaise. Quelque chose avait changé dans son attitude, une détermination qui n'était pas là auparavant. « Directeur, puis-je parler? »« Non, tu ne peux pas. Tu as déjà causé assez de problèmes. »
Je veux juste te poser une question. Mamadou, retourne à l'entrée. Tout de suite. Pourquoi avez-vous si peur de me mettre à l'épreuve? La question prit Charles complètement au dépourvu. Pour le deuxième jour consécutif, un enfant lui posait une question à laquelle il ne savait comment répondre. « Je n'ai peur de rien, mon garçon. Alors testez-moi. Donnez-moi n'importe quel problème de mathématiques à résoudre. Devant qui vous voudrez. » Mamadou. Philippe tenta d'intervenir, inquiet de la tournure que prenait la conversation. « Non, monsieur. J'en ai assez. » Mamadou se tourna vers Charles. « Directeur, vous avez dit que j'avais copié la solution de ce problème. Vous avez dit qu'il était impossible que je connaisse vraiment les mathématiques. Alors testez-moi, ici et maintenant. » Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. Le silence dans la bibliothèque était assourdissant. Françoise et Philippe regardaient tour à tour Mamadou et Charles, attendant de voir comment le directeur réagirait à ce défi direct. Charles ressentit un mélange de colère et de quelque chose qu'il refusait de reconnaître comme de la peur. Tout au long de sa carrière, il avait maintenu le contrôle des situations conflictuelles grâce à son autorité et à la hiérarchie. Mais là, un garçon de 12 ans le défiait publiquement, et refuser ce défi pourrait passer pour de la lâcheté. « Mon garçon, tu ne sais pas à qui tu parles. »« Si, directeur. Je parle à quelqu'un qui a peur de découvrir qu'il a tort. »« Mamadou, attention !» murmura Philippe, inquiet que le garçon n'aille trop loin. « Non, monsieur. J'ai assez souffert d'humiliation. Si le directeur pense que je suis une imposture, qu'il le prouve. » Charles sentit tous les regards de la bibliothèque peser sur lui. Savoir refuser le défi d'un enfant serait perçu comme une faiblesse, mais l'accepter signifiait risquer d'être publiquement mis en défaut. « D'accord, finit-il par dire. Réglons cela une fois pour toutes. » Françoise se leva de son bureau. « Monsieur le directeur, puis-je suggérer que nous procédions de manière plus formelle? Faites venir d'autres professeurs comme témoins. » Pourquoi? Pour qu'il n'y ait aucun doute sur le résultat, quel qu'il soit. Charles hésita, mais comprit qu'il ne pouvait plus reculer. Très bien. Professeur Philippe, allez chercher quelques collègues. Madame Françoise, vous pouvez utiliser le tableau de la salle d'études. 15 minutes plus tard, la petite salle d'études de la bibliothèque était pleine. Outre Philippe et Françoise, étaient présentes Elisabeth Petit, la professeure de français, Antoine Dubois, professeur de physique, et Sophie Blanc, professeure de chimie. Monique avait été appelée et se tenait au fond de la salle, visiblement nerveuse. Mamadou était debout devant le tableau, tenant la craie d'une main ferme malgré son trac. Charles se posta près d'une table couverte de manuels scolaires et universitaires que Philippe avait apportés. « Très bien, mon garçon, dit Charles. Je vais te donner 3 problèmes à résoudre. Si tu en résous au moins 2 correctement, j'admettrai que je me suis peut-être trompé sur ton compte. Et si je résous les 3 ?» La question surprit Charles. « Si tu résous les 3, nous réévaluerons ta situation ici à l'école. » Mamadou hocha la tête. « Vous pouvez commencer. » Charles ouvrit un livre de calcul avancé et chercha un problème qu'il jugeait suffisamment difficile. Premier problème. Calcule l'intégrale triple de x2y sur la région délimitée par le cylindre x2 plus y2 4 et les plans z 0 et z 3. Mamadou prit la craie et commença à écrire. Il établit d'abord le système de coordonnées, définit les limites d'intégration, puis résolut l'intégrale étape par étape. Sa démarche était méthodique et précise, chaque pas clairement justifié. Réponse. 24p, déclara Mamadou en s'écartant du tableau. Philippe vérifia rapidement les calculs. Exact. Charles sentit une pointe de nervosité, mais poursuivit. Deuxième problème, dit-il en feuilletant un livre d'algèbre linéaire. Trouve les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice 3 var 3. Première ligne, 2, 1, 0. Deuxième ligne, 1, 2, 1. Troisième ligne, 0, 1, 2. Mamadou s'arrêta un instant, visualisant le problème dans sa tête, puis se remit à écrire. Il calcula d'abord le polynôme caractéristique, trouva les racines, puis détermina les vecteurs propres correspondants. Les valeurs propres sont 2, 2, 2 et 2 plus 2. Les vecteurs propres sont... Mamadou inscrivit les 3 vecteurs correspondants au tableau. Antoine Dubois, familier de l'algèbre linéaire grâce à sa formation en physique,
vérifia les calculs et hocha la tête, impressionné. Parfait. La tension dans la salle était palpable. Charles sentit la sueur perler sur son front, tandis qu'il cherchait le troisième problème. Il décida de choisir quelque chose d'encore plus avancé que sûrement un garçon de 12 ans ne pouvait connaître. « Troisième problème, dit-il, la voix légèrement tremblante, montre que la série de Fourier d'une fonction périodique impaire ne contient que des termes en sinus. » Mamadou resta immobile pendant près d'une minute. Tous dans la salle retenaient leur souffle. C'était un problème d'analyse mathématique avancée, impliquant des concepts normalement enseignés uniquement dans les cursus supérieurs de mathématiques. Enfin, Mamadou commença à écrire. Une fonction fx est impaire si fx exige fx pour tout x dans le domaine, écrivit-il. Pour une fonction périodique de période 2p, la série de Fourier a la forme. Mamadou continua à développer la démonstration, expliquant pas à pas comment les propriétés de symétrie des fonctions impaires annulaient tous les coefficients des termes en cosinus, ne laissant que les termes en sinus dans le développement. Quand il eut terminé, le silence dans la salle était absolu. Elisabeth Petit, qui avait étudié les mathématiques à l'université, avant de se spécialiser en littérature, avait les larmes aux yeux. « Directeur, » dit Philippe d'une voix étranglée, « ce garçon vient de faire une démonstration que je n'ai vue pour la première fois qu'en 3e année de fac. » Charles regardait le tableau comme s'il voyait une apparition. Les 3 problèmes étaient résolus correctement, avec une élégance et une compréhension qui montraient non seulement des connaissances techniques, mais une véritable intelligence mathématique. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Mamadou se tourna vers le directeur. « C'est possible parce que l'intelligence n'a pas de couleur, monsieur le directeur. Elle n'a pas de classe sociale. Elle ne dépend pas de l'endroit où l'on est ni de ses parents. » Monique, qui avait tout observé en silence, s'approcha de son fils avec un mélange de fierté et d'inquiétude sur le visage. « Mamadou, tu as été merveilleux. » Charles restait immobile, tentant de digérer ce qu'il venait de voir. En plus de 20 ans en tant que directeur, il avait bâti son identité professionnelle autour de la conviction qu'il savait reconnaître le talent, qu'il comprenait qui méritait des opportunités et qui n'en méritait pas. Voir ses certitudes s'effondrer en quelques minutes était une expérience dévastatrice. « Directeur, » dit Elisabeth avec douceur, « peut-être est-il temps de reconnaître que nous étions face à quelque chose d'extraordinaire. » « Quelque chose d'extraordinaire qui a failli être gâché, » ajouta Françoise avec une pointe de reproche dans la voix. Charles regarda autour de la salle, voyant sur les visages des professeurs un mélange d'admiration pour Mamadou et de déception envers lui. Pour la première fois depuis des années, il ne savait pas quoi dire. « J'ai besoin de réfléchir à tout cela, » finit-il par déclarer. « Directeur, » Mamadou s'approcha de lui, « vous aviez dit que vous réévalueriez ma situation si je résolvais les 3 problèmes. » En effet. Alors que va-t-il se passer maintenant? Charles regarda ce garçon de 12 ans qui venait de l'humilier intellectuellement avec la plus grande douceur possible. Dans les yeux de Mamadou, il ne vit ni arrogance ni méchanceté, mais l'espoir sincère d'être enfin reconnu pour ce qu'il était vraiment. « Je vais en parler au conseil pédagogique. Je verrai quelles options nous avons. » « Merci, monsieur le directeur. » La simplicité de la réponse de Mamadou rendit la situation encore plus douloureuse pour Charles. Le garçon ne cherchait ni vengeance ni humiliation. Il remerciait simplement pour une chance qui aurait dû être évidente depuis le début. Lorsque tous quittèrent la bibliothèque, Philippe resta quelques minutes seul avec Mamadou. « Mamadou, tu réalises ce qui vient de se passer ?»« Je crois, monsieur. Tu n'as pas seulement prouvé que tu étais intelligent, tu as prouvé que tu es un véritable génie des mathématiques. Et maintenant, monsieur, que va-t-il se passer? Maintenant, mon jeune ami, ta vie va changer. En mieux. » Cet après-midi-là, la nouvelle de ce qui s'était passé dans la bibliothèque se répandit dans l'école comme une traînée de poudre. Les élèves chuchotaient par groupes, les professeurs échangèrent des regards entendus et le personnel murmurait avec fierté au sujet du fils de Monique. Chloé Bernard chercha Mamadou pendant la récréation. « Dis donc, c'est vrai que tu as résolu 3 problèmes universitaires devant le directeur? »« C'est vrai. »« Waouh! Et comment tu te sens ?» Mamadou réfléchit un instant. Soulagé. « Enfin, quelqu'un sait que je ne mentais pas. »« Mamadou,
je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Tu n'es pas en colère contre le directeur, après tout ce qu'il t'a fait. Mamadou prit la question au sérieux. Non, je ne suis pas en colère. Je crois qu'il avait juste peur de ce qu'il ne comprenait pas. Tu es bien plus mature que je ne l'aurais été. Chloé, je peux te dire un truc? Vas-y. Être en colère n'aurait rien résolu. Résoudre des problèmes de maths, si. Chloé rit. Tu es incroyable, Mamadou. J'espère que maintenant, tu pourras vraiment étudier ici. Pendant ce temps, dans le bureau de la direction, Charles était au téléphone avec Bernard Rousseau, président du conseil pédagogique de l'école. « Bernard, je dois organiser une réunion d'urgence du conseil. » « Quelle sorte d'urgence, Charles ? » ?»« Une situation qui nécessite une analyse minutieuse. Nous avons un élève potentiel avec des capacités exceptionnelles. » « Un élève potentiel ? C'est compliqué, je dois t'expliquer en personne. » « D'accord, je peux réunir le conseil pour demain soir. » Après avoir raccroché, Charles resta seul dans son bureau, songeant aux événements de la journée. Il prit une photo sur son bureau, le montrant recevant un prix d'excellence éducative quelques années plus tôt. Il avait toujours été fier de diriger un lycée d'élite, de maintenir des standards élevés, de sélectionner soigneusement ceux qui méritaient les meilleures opportunités. Mais maintenant, il se demandait, et s'il avait manqué d'autres talents au fil des années? Et si sa définition du mérite était fondamentalement erronée? Et si la véritable excellence éducative consistait à reconnaître le potentiel partout où il se manifestait, pas seulement là où on l'attendait? Le téléphone sonna, interrompant ses réflexions. « Papa ?» C'était Camille, sa fille. « Bonjour, ma chérie. »« Papa, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose d'important à l'école aujourd'hui. Comment le sais-tu ? » Chloé Bernard est mon amie sur Instagram. Elle a posté à propos d'un garçon génial qui a résolu des problèmes impossibles à la bibliothèque. Charles soupira. Les réseaux sociaux propageaient les nouvelles plus vite qu'ils ne pouvaient les traiter. C'est vrai, oui, et c'est le même garçon que tu as humilié hier. Le mot « humilié » fut comme une gifle pour Charles. Camille, papa, ça va? Tu as l'air différent. Je réfléchis à certaines choses, ma chérie. Papa, je peux te donner un conseil? Bien sûr. Parfois, reconnaître qu'on a tort est la chose la plus courageuse qu'on puisse faire. Après avoir raccroché, Charles resta songeur face aux paroles de sa fille. Tout au long de sa carrière, il avait valorisé le fait d'avoir raison, de garder le contrôle, de ne jamais montrer de faiblesse. Mais peut-être était-il temps de valoriser autre chose. Ce soir-là, Mamadou était dans sa chambre, en train d'étudier, quand il entendit un léger coup à la porte. Monique entra avec 2 tasses de thé. « Mon fils, je t'ai apporté du thé. »« Merci, maman. » Monique s'assit au bord du lit. « Mamadou, je veux parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai peur d'avoir mal agi, maman. »« Pourquoi dis-tu ça? » ?»« Parce que j'ai défié le directeur devant tout le monde. Peut-être que c'était irrespectueux. » Monique prit les mains de son fils. « Mamadou, tu n'as pas été irrespectueux. Tu as été courageux. Tu t'es défendu quand personne d'autre ne le faisait. Mais s'il se met encore plus en colère, et si tu perds ton travail à cause de moi? Mon fils, regarde-moi. Si je perds mon emploi parce que tu as prouvé que tu es intelligent, alors ce n'est pas un endroit où je veux travailler de toute façon. Tu en es sûre, maman? Absolument. Et tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu mon fils faire des choses que je ne savais même pas possibles. Je t'ai vu résoudre des problèmes que des adultes diplômés ne parviennent pas à résoudre. Et surtout, je t'ai vu le faire avec dignité, sans manquer de respect à qui que ce soit, même quand tu avais toutes les raisons d'être en colère. Mamadou sourit, sentant un poids quitter ses épaules. « Maman, que crois-tu qu'il va se passer maintenant? Je ne sais pas, mon fils, mais je sais que quoi qu'il arrive, je serai fier de toi. Et je sais que tu continueras d'être cette personne incroyable que tu es. Maman, je peux te dire un secret? Bien sûr. Toute ma vie, parfois je me suis senti différent des autres garçons, comme si je n'avais ma place nulle part. Mais aujourd'hui, quand j'étais au tableau à résoudre ces problèmes, pour la première fois, je me suis senti à ma place. » Monique sentit ses yeux s'emplir de larmes. « Mamadou, tu as toujours eu ta place. Parfois, il faut juste du temps pour que le monde le reconnaisse. Et toi, maman? Tu te sens à ta place? » La question prit Monique par surprise. « Pourquoi tu me demandes ça? » Parce qu'aujourd'hui, en voyant comment les professeurs m'ont traité, j'ai pensé à ce que ça devait être pour toi de travailler à nettoyer une école où tu pourrais enseigner.
Monique resta silencieuse un long moment. « Mon fils, j'ai choisi de travailler dans cette école parce que je voulais que tu grandisses près des livres et de l'éducation, même si on ne pouvait pas te la payer. Et aujourd'hui, j'ai compris que chaque jour de ces 15 années en valait la peine. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Mamadou, ma place a toujours été à tes côtés, à soutenir tes rêves. Et si tes rêves se réalisent, peut-être que je pourrai penser aux miens à nouveau. Ils se réaliseront, maman, je te le promets. » Le lendemain matin, Mamadou arriva à l'école pour y trouver une atmosphère complètement différente. Plusieurs élèves le saluèrent dans les couloirs, certains professeurs s'arrêtèrent pour discuter avec lui, et même des employés qui ne lui avaient jamais adressé la parole auparavant, lui sourirent et firent un signe. Mais la plus grande surprise vint lorsque Charles Leroy apparut à l'entrée, où Mamadou était assis. « Mamadou, je dois te parler. » Le garçon se leva, nerveux. « Oui, monsieur le directeur. »« Tout d'abord, je te dois des excuses. » Mamadou cligna des yeux, surpris. « Monsieur, je t'ai jugé sur des préjugés, pas sur des preuves. Je t'ai traité injustement. Et c'était mal. Monsieur le directeur, je... » « Laisse-moi finir. » Charles leva la main. « Hier soir, j'ai parlé avec le conseil pédagogique. Nous avons pris une décision unanime. » Mamadou retint son souffle. « Nous aimerions t'offrir une bourse complète pour étudier ici comme élève régulier. Tu serais inscrit directement en terminale, avec la possibilité d'accélérer encore si tu te sens à l'aise. » Mamadou resta silencieux pendant plusieurs secondes, digérant ce qu'il venait d'entendre. « Vous êtes sérieux ? » « Tout à fait sérieux. De plus, nous aimerions que tu envisages de participer à des compétitions de mathématiques pour représenter notre école. Et si tu acceptes, nous organiserons des cours supplémentaires dans d'autres matières pour t'assurer d'être prêt pour l'université. Et ma mère, elle pourra continuer à travailler ici. Bien sûr. En fait, nous en avons aussi discuté. Nous aimerions offrir à ta mère une promotion comme superviseur des services généraux avec une augmentation substantielle de salaire. » Mamadou sentit les larmes lui monter aux yeux. « Pourquoi ? Pourquoi vous faites ça maintenant ?» Charles prit une profonde inspiration. « Parce qu'hier, tu m'as appris que le vrai leadership ne consiste pas à maintenir les gens à leur place. C'est aider chaque personne à trouver l'endroit où elle peut briller le plus. »« J'accepte, » dit Mamadou, la voix étranglée. « Parfait. Tu commences lundi. »« Ah, et Mamadou ? » ?»« Oui, monsieur. Merci de ne pas avoir abandonné, même quand nous t'avions abandonné. » Lorsque Mamadou annonça les nouvelles à Monique, elle pleura de joie pour la première fois depuis des années. Cet après-midi-là, alors qu'elle travaillait, plusieurs professeurs vinrent la féliciter pour le fils extraordinaire qu'elle avait élevé. Elisabeth Petit la chercha pendant la pause. « Monique, je peux te poser une question personnelle ?»« Bien sûr, madame. »« Tu as déjà pensé à reprendre tes études ?»« Parfois, mais parce que je me disais, avec ton expérience de vie et ta sagesse, tu ferais une professeure incroyable. Et maintenant, avec ta promotion, tu pourrais peut-être suivre des cours du soir. » Monique fut surprise par la suggestion. « Vous pensez vraiment que j'en serais capable ?» Monique, une femme qui a élevé seule un génie, peut accomplir tout ce qu'elle décide. Au fil des semaines, Mamadou s'adapta brillamment à sa nouvelle vie d'élève. Malgré la différence d'âge, il fut accepté par ses camarades de terminale qui découvrirent rapidement qu'il n'était pas seulement un génie en maths, mais aussi drôle, gentil et toujours prêt à aider pour les problèmes difficiles. Chloé devint une de ses meilleures amies et lui apportait souvent des problèmes de mathématiques à expliquer. Mamadou découvrit qu'il avait un talent pour enseigner, parvenant à simplifier des concepts complexes pour les rendre accessibles à tous. Un jour, pendant un cours de mathématiques avancées, le professeur Philippe présenta un problème particulièrement difficile à la classe. « Ce problème a été spécialement conçu pour des compétitions internationales, dit-il. Je vous donne une semaine pour essayer de le résoudre. » Mamadou leva la main. « Monsieur, puis-je essayer maintenant ?»« Mamadou, c'est un problème très difficile. Peut-être devrais-tu le prendre à la maison et... S'il vous plaît, monsieur, juste 5 minutes. » Philippe acquiesça et Mamadou se dirigea vers le tableau. En moins de 4 minutes, il avait résolu le problème en utilisant une approche qui surprit même le professeur. « Mamadou, » dit Philippe, impressionné, « tu viens de trouver une solution plus élégante que celle officielle. »« Comment ça, monsieur ? La solution que j'avais ici prend 8 étapes. La tienne en prend 5. » Toute la classe applaudit et Mamadou sourit, se sentant enfin vraiment à sa place.
Quelques mois plus tard, Mamadou participa à sa première compétition nationale de mathématiques. Non seulement il remporta la compétition, mais il battit également des records de score dans plusieurs catégories. La nouvelle se répandit rapidement, et le lycée Saint-Michel commença à être reconnu nationalement pour son excellence en mathématiques. Charles, qui avait accompagné Mamadou à la compétition, ressentit une fierté qu'il n'avait jamais connue auparavant. Durant toute sa carrière, il avait mesuré le succès à travers des classements et des statistiques, mais voir Mamadou briller sur la scène nationale était une source de satisfaction totalement différente. « Mamadou, dit-il pendant le retour, tu réalises que tu as complètement changé la réputation de notre école. Comment ça, monsieur le directeur? Des écoles de tout le pays s'interrogent sur nos méthodes d'enseignement. Elles veulent savoir comment nous avons formé un talent comme le tien. » Mamadou rit. « Et que leur répondez-vous? La vérité, que le talent était toujours là. Nous avons juste eu l'intelligence de le reconnaître. À leur arrivée à Lyon, une petite foule les attendait à l'aéroport. Parents d'élèves, professeurs, membres du personnel et même des journalistes locaux voulaient saluer le nouveau champion national de mathématiques. Monique était au premier rang, portant pour la première fois une robe neuve achetée avec son salaire augmenté. Ses yeux brillaient de fierté lorsque Mamadou courut l'embrasser. « Maman, on a réussi. »« Non, mon fils, c'est toi qui as réussi. J'ai juste eu la chance de t'accompagner dans cette aventure. » Un journaliste s'approcha avec un micro. « Mamadou, que ressens-tu en étant le plus jeune champion national de mathématiques de l'histoire? »« Je me sens reconnaissant, » répondit Mamadou. « Reconnaissant envers ma mère qui a toujours cru en moi. Reconnaissant envers les professeurs qui m'ont soutenu. Et reconnaissant envers le directeur qui a eu le courage de reconnaître ses torts et de me donner ma chance. Et quels sont tes projets pour l'avenir? » « Je veux étudier les mathématiques à l'université, mais je veux aussi revenir un jour comme professeur. Je veux aider d'autres enfants qui ne sont peut-être pas reconnus immédiatement à découvrir leur potentiel. » Une dernière question. Quel conseil donnerais-tu aux enfants qui se sentent différents ou incompris? Mamadou réfléchit un instant. De ne jamais cesser d'apprendre. De ne laisser personne définir ce dont vous êtes capable en fonction de votre origine ou de vos parents. Et de toujours se rappeler: l'intelligence n'a pas de couleur, pas de classe sociale, pas de limite. Elle a juste besoin d'être reconnue et développée. Les années qui suivirent furent transformatrices pour tous. Mamadou termina le lycée à 15 ans avec des notes parfaites et fut accepté dans l'une des meilleures universités du pays avec une bourse complète. Monique, encouragée par Elisabeth et soutenue financièrement par des ressources familiales qui s'étaient améliorées, commença à étudier la pédagogie le soir. Le lycée Saint-Michel avait mis en place un programme de bourse pour les enfants du personnel, identifiant et développant des talents qui passaient auparavant inaperçus. Charles devint un défenseur national de l'éducation inclusive, donnant des conférences sur l'importance de reconnaître le potentiel dans toutes les classes sociales. Philippe fut promu coordinateur pédagogique et développa un programme innovant qui identifiait et nourrissait les talents mathématiques dès le plus jeune âge. Françoise créa un programme de bibliothèque ouverte où chaque enfant de la communauté pouvait venir étudier gratuitement. Elisabeth devint la mentor de Monique durant son parcours universitaire. Et les deux développèrent une amitié profonde, basée sur un respect mutuel et des expériences partagées de dépassement. 5 ans après la première fois où Mamadou avait écrit au tableau de l'école, il revint en tant qu'intervenant lors de la remise des diplômes de sa propre promotion. Maintenant âgé de 18 ans et sur le point de commencer un master en mathématiques pures, il regarda l'assistance remplie de visages familiers. Monique était au premier rang, portant sa toge de diplômée en pédagogie qu'elle avait reçue quelques mois plus tôt. À ses côtés, Charles et sa famille souriaient, fiers. « Mes amis, » commença Mamadou, « il y a 5 ans, je n'étais que le fils de la femme de ménage qui aimait les maths. Aujourd'hui, je suis étudiant en master et futur professeur. Mais la plus grande leçon que j'ai apprise ne concernait pas les équations ou les théorèmes. » Il marqua une pause, regardant tout particulièrement sa mère. « J'ai appris que la vraie éducation ne dépend pas des privilèges ou de l'origine sociale. Il s'agit de reconnaître que chaque esprit humain est un univers de possibilités. Il s'agit d'avoir le courage de questionner les préjugés. Il s'agit de croire que ce qui compte vraiment, ce n'est pas où l'on est, mais jusqu'où notre détermination peut nous mener. » Les applaudissements furent longs et chaleureux. Lorsque Mamadou termina son discours,
Charles se leva pour prendre la parole. En tant que directeur de cette école, je tiens à dire que Mamadou nous a enseigné la véritable définition de l'excellence éducative. Ce n'est pas une question de sélection. C'est une question d'inclusion. Ce n'est pas une question de maintenir des standards. C'est une question d'élever les gens. Il regarda directement Mamadou. Merci de ne pas nous avoir laissés abandonner. Des années plus tard, lorsque Mamadou revint en tant que professeur invité de l'école, il trouva sur les murs du couloir une photo de lui en train de résoudre une équation au tableau, accompagnée d'une plaque qui disait « À la mémoire de tous les esprits brillants qui attendent encore d'être découverts ». Dans la bibliothèque, désormais nommée Bibliothèque Françoise Laurent en hommage à la bibliothécaire partie à la retraite quelques années plus tôt, une nouvelle section était dédiée aux livres de mathématiques pour tous les âges. Une plaque à l'entrée indiquait « Le savoir appartient à ceux qui ont soif d'apprendre, pas à ceux qui peuvent le payer ». Mamadou, désormais docteur en mathématiques et chercheur reconnu internationalement, continuait de vivre à Lyon. Chaque semaine, il consacrait quelques heures à donner des cours gratuits aux enfants de la communauté, cherchant toujours ces regards brillants qui trahissaient une soif de connaissance. Monique, diplômée en pédagogie et travaillant comme coordinatrice éducative, accompagnait souvent son fils lors de ses activités. Voir d'autres enfants découvrir leur potentiel lui rappelait le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. Un après-midi, une fillette de 11 ans prénommée Yasmine s'approcha de Mamadou après le cours. « Monsieur, je peux vous poser une question ?»« Bien sûr, Yasmine. Ma mère travaille comme femme de ménage dans mon école. Les autres élèves se moquent parfois de moi à cause de ça. Comment vous faisiez quand vous étiez petit ?» Mamadou s'accroupit pour être à sa hauteur. « Yasmine, tu sais ce que je faisais? J'étudiais encore plus. Parce que j'ai découvert que quand on est vraiment doué pour quelque chose, les gens cessent de se préoccuper de qui sont vos parents et commencent à s'intéresser à qui vous êtes. Et ça marche vraiment? Ça marche. Mais il y a un secret. Lequel? Il faut étudier non pas pour prouver quelque chose aux autres, mais parce qu'on aime apprendre. La différence est importante. » Yasmine sourit. « Professeur, un jour je pourrais être intelligente comme vous? » Yasmine, tu l'es déjà. Il te reste seulement à découvrir dans quel domaine tu brilles le plus. Quand Yasmine s'éloigna en courant pour retrouver sa mère, Monique s'approcha de son fils. « Tu as vu ses yeux quand tu as parlé? »« Oui, maman. C'est la même étincelle que je devais avoir enfant. Et que tu as encore aujourd'hui. » Mamadou sourit, regardant autour de lui la salle remplie d'enfants de tous âges et de toutes origines sociales, travaillant ensemble sur des problèmes mathématiques. « Maman, parfois je n'arrive toujours pas à croire que tout cela soit arrivé. Pourquoi? Parce que ça a commencé par quelque chose de si simple. Je voulais juste résoudre un problème de maths. Mamadou, tu as résolu bien plus qu'un problème de maths. Tu as résolu un problème social. » Ce soir-là, Mamadou écrivit dans son journal une réflexion qui deviendrait célèbre des années plus tard, lorsqu'on la retrouva parmi ses papiers personnels. Le véritable problème impossible que j'ai résolu n'était pas cette équation au tableau. C'était de prouver que le talent peut surgir n'importe où, prendre n'importe quelle couleur, venir de n'importe quelle famille. C'était montrer qu'en offrant des chances basées sur le vrai mérite et non sur les privilèges, tout le monde y gagne. Les maths m'ont appris que toute équation a une solution si on utilise les bonnes variables. J'ai découvert que l'équation de la justice sociale obéit à la même règle. 20 ans après ce premier jour au tableau, Mamadou était reconnu comme l'un des mathématiciens les plus importants de sa génération. Il avait publié dans des revues internationales, découvert de nouveaux théorèmes et était professeur titulaire dans l'une des meilleures universités du pays. Mais chaque mardi, il retournait encore au lycée Saint-Michel pour donner des cours bénévoles. Et chaque fois qu'un enfant particulièrement brillant issu d'une famille modeste se présentait, Mamadou se revoyait à 12 ans, une craie à la main, rêvant d'un monde où l'intelligence compterait plus que l'origine sociale. Monique, désormais directrice pédagogique d'un réseau d'écoles publiques, recevait souvent des invitations pour parler d'éducation inclusive. Son histoire de résilience, de femme de ménage à éducatrice, inspirait des mères travailleuses dans tout le pays. Charles prit sa retraite quelques années plus tôt, mais pas avant d'avoir vu son école devenir une référence nationale en inclusion éducative. Lors de son discours d'adieu, il prononça des mots que beaucoup n'oublièrent jamais.
Pendant 25 ans, j'ai cru que mon travail était de maintenir une école d'élite pour une élite. Mamadou m'a appris que ma vraie mission était de créer une école d'excellence accessible à tout enfant assoiffé de savoir. Ce furent les années les plus gratifiantes de ma carrière. L'histoire du génie qui résolut le problème impossible devint une légende à Lyon, racontée et re-racontée pour inspirer d'autres familles luttant contre les préjugés et le manque d'opportunités. Mais pour ceux qui l'avaient vécue de près, elle avait toujours été quelque chose de plus simple et plus puissant. Un enfant qui refusa qu'on juge son intelligence par le métier de sa mère, et des adultes qui eurent le courage d'admettre leurs torts et de faire ce qui était juste. Fin de l'histoire. Dites-nous maintenant ce que vous avez pensé de cette histoire de dépassement et de transformation. Pensez-vous que Mamadou a pris les bonnes décisions en se défendant? Et Charles a-t-il su racheter ses erreurs? Partagez votre avis sincère en commentaire et dites-nous d'où vous nous regardez. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de laisser votre like et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater d'autres récits émouvants comme celui-ci.